Bonjour à tous chers élèves et bienvenue dans cette seconde vidéo de la leçon sur la société d'ordre en France. Donc je vous avais la dernière fois, souvenez-vous, présenté des activités que vous deviez me rendre pour le vendredi 27 mars au plus tard. Et bien dans cette vidéo, nous allons procéder en deux temps. D'abord, je vais vous proposer une correction des deux activités que vous deviez me rendre la semaine dernière et vous allez devoir prendre en note cette correction, la correction de ces deux travaux afin de construire déjà, de continuer à construire une partie du cours. Et puis dans la deuxième partie de la vidéo, que je vous demande vraiment de suivre avec une grande attention, eh bien, je vais vous présenter un nouveau travail à effectuer cette semaine, le entre guillemets seul travail que vous devrez faire cette semaine. Et vous allez devoir cette semaine donc travailler sur des dossiers documentaires que vous allez vous-même choisir, l'idée étant que vous participiez à construire le cours collectivement. Je vous dirai ça un peu plus en détail, donc dans la deuxième partie de la vidéo travail à rendre pour ce vendredi, le vendredi 3 avril au plus tard. Alors, pendant les vacances aussi, vous aurez un petit quelque chose à faire, un travail à faire, c'est-à-dire que les travaux que vous allez me rendre pour ce vendredi 3 avril, eh bien, je vais m'en servir pour construire une trace collective, pour construire un cours collectif. Vous aurez encore une fois plus de détails tout à l'heure dans la vidéo. Et sur le site internet, vous verrez apparaître ce week-end, le week-end du 5 avril, eh bien, une nouvelle rubrique avec ces boutons-ci, qui vous permettront d'accéder, classe par classe, eh bien, à la trace de cours collaborative, construite collectivement, des 202, des 203 et des 204. Et je vous demanderai donc de lire ces traces attentivement pendant les vacances pour commencer à entamer le travail de révision. Et à la rentrée, vous aurez droit à des vidéos de cours de correction qui reprendront tout ce que vous aurez fait donc cette semaine. Alors, première activité que vous deviez réaliser, eh bien, c'était, souvenez-vous, transformer ce texte en schéma simplifié. Je vous rappelle que c'est une des épreuves qui pourra vous être imposée au baccalauréat dès le mois de janvier 2021 pour vous, donc ça va arriver bientôt. Je vous rappelle que c'est une épreuve qui peut intervenir en géographie comme en histoire. Alors d'abord, quelques remarques sur deux travaux que j'ai reçus ces derniers jours de votre part en guise de correction. Je vous invite à prendre votre propre travail, votre propre schéma à côté de vous et donc à le regarder en même temps donc que vous allez découvrir ces remarques sur donc deux travaux de vos camarades. Alors premier schéma intéressant qui d'abord fait une véritable proposition graphique, puisqu'on a ici un triangle qui est proposé comme résumé de l'organisation de la société au XVIIe et XVIIIe siècle. Je reviendrai tout à l'heure en présentant la correction sur les limites de ce type de représentation pyramidale, de ce type de représentation en triangle. Donc ça c'est un point positif. Deuxième point positif, tous les mots présents dans le texte, les noms de grandes catégories, clergé, noblesse, tiers état, sont présents dans le graphique, les noms des sous-catégories aussi. Ça c'est donc pour les points positifs, et puis on a aussi ici donc la mention de la possibilité de s'élever au sein du tiers état, et donc ici la mention d'ordre privilégié. Point par contre négatif, c'est que ce graphique présente des barrières sociales beaucoup trop marquées. Ces traits noirs-là sous-entendent qu'il est impossible pour un membre du tiers-état de s'élever vers la noblesse, qu'il est impossible pour des nobles de rejoindre le clergé. Or, c'est faux. Les membres du haut clergé sont généralement des enfants, deuxième fils, troisième fils de la haute noblesse. Et il y a, comme on le voit ici d'ailleurs, des nobles qui appartiennent à ce qu'on appelle la noblesse de robe. Vous allez le voir plus en détail cette semaine dans les documents que vous allez devoir travailler. Eh bien, il y a des nobles qui sont en fait issus de la bourgeoisie, de la haute bourgeoisie d'affaires. Donc, voilà, c'est un graphique qui est comme ça un peu trop figé, qui présente une vision trop figée de la société. Deuxième éventuel problème, c'est ici un classement des catégories au sein du tiers-état qui est un classement qui n'est pas révélateur véritablement de la hiérarchie sociale au sein du tiers-état, puisque les domestiques, qui sont en fait des urbains très pauvres, sont placés au-dessus des laboureurs qui sont des paysans riches. Donc il aurait fallu ici organiser les choses de manière un peu plus subtile et nuancée, mais globalement des éléments quand même très intéressants, vous l'aurez compris.
Schéma, vous le voyez ici, qui n'a strictement rien à voir avec le schéma de tout à l'heure, et c'est pourquoi je voulais vous le commenter. Alors d'abord, premier élément qui est intéressant, on n'a pas ici de représentation pyramidale. Et donc, on sort un petit peu de cette vision un peu parfois caricaturale d'une société totalement hiérarchisée avec le clergé en haut, le tiers-état en bas. On va voir tout à l'heure que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse ici dans ce schéma qui est un peu plus éclaté et qui place tout de même le clergé et la noblesse en haut, mais à égalité, et donc le troisième ordre en bas. Ce qui est un petit peu plus gênant par contre, vous l'aurez compris, c'est que par exemple les bourgeois ici sont placés bien en dessous, notamment la grande bourgeoisie des petits prêtres, il y a ici d'ailleurs une faute, donc ça c'est un premier problème, et l'autre vrai problème, c'est qu'en fait ce choix de représentation ignore complètement les capacités pour certaines personnes appartenant à certains ordres de s'élever pour gagner d'autres ordres. Ici par exemple votre camarade a oublié de mentionner comment, eh bien notamment, des membres de la haute noblesse pouvaient gagner le haut clergé, comment des membres de la grande bourgeoisie pouvaient gagner la noblesse, etc., etc. On n'a pas ici de représentation de possibilité d'élévation, et donc c'est ce qui pose souci. Alors maintenant, une proposition de correction. Vous allez trouver sur le site internet, d'accord, dans le travail à faire pour la semaine du 30 mars au 3 avril, un PDF avec le schéma corrigé. Je vais maintenant vous le présenter étape par étape pour vous le commenter en détail. Ce que je vous invite à faire, c'est de le reproduire d'abord proprement, en couleur, avec une règle, etc. Et puis ensuite, d'écouter les commentaires que je vais vous donner maintenant et de prendre des notes à partir de ces commentaires qui viennent enrichir la compréhension de ce schéma de correction. Alors vous l'aurez compris, j'ai choisi une représentation classique, pyramidale, qui encore une fois a des limites. Vous allez entendre un certain nombre de critiques qu'on peut faire à ce type de représentation dans les minutes qui vont venir, mais il n'empêche que c'est un mode de représentation simple et qui quand même permet bien d'envisager une réalité. Les trois ordres sont bien hiérarchisés de manière pyramidale, mais non pas en termes de puissance, d'argent, de pouvoir, mais on le verra ensemble en termes d'importance symbolique. Donc vous avez ici une couronne qui symbolise le roi qui n'appartient à aucun ordre, donc il faut vraiment le sortir de la pyramide. Le roi n'est ni membre du clergé, ni de la noblesse, ni du tiers-état, il est celui qui dirige la vie d'absolument tous les ordres et de tous les Français, 22 millions de Français vers 1700. Donc on a ici les ordres qui sont hiérarchisés. Je vous invite à utiliser des couleurs avec un tiers-état qui doit apparaître de manière un peu plus marquée que les deux autres ordres, puisque le clergé pèse pour à peu près 1% de la population française au XVIIIe siècle, la noblesse 2%, le tiers-état 97%. Respectez bien donc cet étagement, clergé au-dessus, puis noblesse, puis tiers-état. Alors pourquoi ce classement? Encore une fois, il est fortement critiquable et je vais vous indiquer tout à l'heure des exemples qui font que c'est un classement critiquable, une hiérarchisation critiquable, mais il n'empêche que, les ordres sont ici classés en fait en fonction de leur dignité. Même si, on le verra tout à l'heure, certains membres du clergé sont bien moins riches, bien moins puissants que certains membres de la noblesse, voire même que certains membres du tiers-état, il n'empêche que, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue de dignité, tous les membres du clergé, parce qu'ils sont sacrés, notamment grâce au sacrement dit de l'ordination, qui permet à un homme de devenir clerc, de servir Dieu directement, les membres du clergé sont réputés plus dignes, parce que plus proches de Dieu, plus proches du divin, par exemple, que les membres de la noblesse. Donc c'est sur cette dignité ici que repose ce classement, cet étagement de l'ordre le plus digne à l'ordre le moins digne. Je reprends ici les éléments de langage employés par le juriste français Charles Loiseau dans un ouvrage publié au début du XVIIe siècle en 1610. Ces deux ordres étant par ailleurs des ordres privilégiés, c'est-à-dire notamment ne payant pas un certain nombre de taxes, d'impôts, etc., etc. Tout cela sera détaillé dans la 3e vidéo à la rentrée et dans les dossiers documentaires que vous aurez à travailler plus tard. Alors, au sein du tiers-état, on distingue les ruraux qui sont extrêmement majoritaires. 85% des Français vivent à la campagne au XVIIIe siècle, contre seulement 15% de citadins, donc d'individus qui vivent en ville.
Alors les deux premiers ordres, vous l'aurez remarqué, hein, ici une hiérarchisation avec au sein du clergé, hein, d'abord le haut clergé, constitué notamment des évêques qui dirigent des diocèses, et donc des prêtres, des abbés qui dirigent des monastères, et puis donc vous avez ici le bas clergé avec les prêtres, les curés, les moines, etc. Donc il y a, et c'est important de le noter, une hiérarchisation au sein même des différents ordres. Et puis au sein de la noblesse, c'est aussi le cas avec une haute noblesse, les ducs, les marquis, les princes de sang, la famille du roi, très puissants, bien souvent extrêmement riches. Et puis on a aussi affaire à une petite noblesse qui d'ailleurs parfois est contrainte par son extrême pauvreté, eh bien, de travailler, et donc certains membres de la petite noblesse vont au XVIIe ou au XVIIIe siècle perdre leur titre de noblesse, et enfin la noblesse de robe qui désigne en fait tous les individus qui travaillent notamment dans les parlements, donc ces grandes cours de justice. Il y a un parlement par province sous l'Ancien Régime, parlement de Paris, parlement de Bretagne, etc., etc. Et donc les procureurs, les avocats de ces parlements, par exemple, sont bien souvent anoblis, deviennent nobles, et donc ils constituent cette noblesse de robe qui est moins digne et bien souvent moins riche, même si ce n'est pas toujours le cas, que les membres de la haute noblesse. Et donc c'est là que la critique se fait, parce qu'évidemment, des membres de la haute noblesse sont éminemment plus puissants et plus riches que les membres ici du bas clergé, par exemple. Mais il n'empêche encore une fois que ici, hein, la hiérarchisation tient compte surtout de la dignité au sein de chaque ordre, et non pas de la puissance ou de la richesse. Il faut bien avoir ces éléments-là à l'esprit. Il est évident qu'un prince de sang est beaucoup plus puissant au XVIIe et au XVIIIe siècle qu'un prêtre ou qu'un moine. Donc ça, vraiment, notez-le, c'est important. Et puis donc, on a un tiers état qui est extrêmement divers, avec ici, vous remarquerez une petite répartition, ici, un classement au sein des citadins, hein, de la société citadine, donc avec la grande bourgeoisie, riche bourgeoisie, marchands, négociants, officiers de justice, qui donne d'ailleurs parfois des nobles de robe, on reviendra dessus tout à l'heure. En dessous, la moyenne bourgeoisie, avec des avocats, qui ne sont pas forcément des avocats de parlement, avec des médecins, etc., etc., avec des notaires, par exemple. Des artisans, ça va être des bijoutiers, ça va être des bouchers, ça va être donc tout un tas comme ça de travailleurs citadins. Et puis ensuite, les domestiques, qui donc travaillent pour la moyenne bourgeoisie ou pour la grande bourgeoisie, les journaliers qui sont en fait des gens qui ne possèdent rien d'autre que leur force de travail et qui vont se louer à la journée. C'est pour ça qu'on les appelle des journaliers. Ils se rendent sur une sorte de place, marché public chaque jour, et donc ils vont à la rencontre d'employeurs et ils se proposent pour travailler sans certitude de pouvoir à la fin de la journée toucher salaire. Et puis donc, tout en bas, on a les errants, les mendiants, qu'on va retrouver à la fois à la ville et à la campagne. Et donc, au sein du tiers-état ici rural, les laboureurs, qui sont les très riches paysans, les tenanciers, qui sont des paysans moyens. Alors, les laboureurs, en fait, sont propriétaires de leurs terres. Les tenanciers, eux, louent leurs terres soit à des laboureurs, soit à des seigneurs. Et puis, vous avez enfin les ouvriers agricoles, qui sont au monde rural ce que les journaliers sont au monde citadin. D'ailleurs, parfois, on parle aussi de journaliers agricoles. Donc là, encore une fois, des paysans qui ne possèdent rien et qui donc vont louer leur corps, leur force de travail à la journée, sans certitude d'y parvenir et donc de pouvoir se nourrir et nourrir leur famille. Donc ici, des catégories d'ailleurs très nombreuses et très pauvres qui parfois basculent ici dans l'errance. Et ce que vous devez retenir surtout, et ça c'est très important, c'est que certes, il existe des barrières sociales, vous l'avez vu dans le texte, vous avez découvert ces barrières dans le texte, des barrières, mais regardez, ce ne sont pas des barrières pleines, je vous invite vraiment à reproduire ici ces pointillés, d'accord ? Il est possible, bien sûr, pour des membres du bas clergé de gagner le haut clergé, même si c'est difficile, on va en parler juste après. Il est aussi possible pour des membres de la petite noblesse ou de la noblesse de robe, de gagner la haute noblesse, mais là aussi, ce sont des cas extrêmement rares, c'est difficile, mais pas impossible. Pas impossible, et ce qui est essentiel, c'est que vous n'ayez pas une version figée donc de cette organisation sociale, il y a du mouvement possible. Il y a par exemple une possibilité pour les ouvriers agricoles de s'élever au sein de la société paysanne, pour les laboureurs de rejoindre éventuellement s'ils s'enrichissent
assez la grande bourgeoisie en investissant dans les affaires, en investissant dans le commerce avec les colonies. Il est possible aussi pour des enfants de paysans moyens de gagner la ville, pour y devenir artisans et pour là-bas s'élever aussi socialement selon ici le processus que vous avez là. Attention, bien entendu, il n'y a pas que des élévations possibles, il y a aussi parfois des reculs, des artisans qui basculent, des enfants d'artisans qui deviennent journaliers, des journaliers qui basculent ici dans la mendicité, etc. etc. Et donc ayez bien à l'esprit que les membres de la grande bourgeoisie peuvent, pour certains, pour les plus riches, devenir nobles. Tout cela sera détaillé dans les dossiers documentaires que vous aurez à travailler cette semaine. Et puis aussi, ayez à l'esprit que le seul accès possible pour devenir membre ici du haut clergé, c'est d'appartenir à la haute noblesse. Ce sont des enfants de haute noblesse qui seuls peuvent devenir évêques, abbés, etc. Beaucoup plus rarement parfois des membres du bas clergé qui se sont illustrés notamment par une vie exemplaire, une vie sainte, dirons-nous, et qui ont donc été repérés et qui ont pu parfois obtenir des charges prestigieuses, mais c'est extrêmement rare, encore une fois. Donc voici le modèle de schéma que je vous invite à reproduire. Il se trouve sur le site internet. Reproduisez-le proprement en ayant bien à l'esprit les différents éléments de critique que je viens de vous indiquer. Une représentation pyramidale n'est pas pleinement satisfaisante, même si graphiquement, elle offre quand même un certain nombre d'avantages à partir du moment où on garde à l'esprit que ce n'est pas ici une organisation figée et que le clergé n'est pas plus puissant, plus riche que la noblesse et que certains nobles d'ailleurs, comme les membres de la petite noblesse, sont plus pauvres et moins puissants que des membres de la grande bourgeoisie, par exemple. Deuxième activité que vous deviez faire pour donc vendredi 27 mars, c'était réfléchir à ce sujet de réponse à questions problématisées, quelles ont été les transformations de la société française au XVIIe et XVIIIe siècle. Vous deviez proposer une introduction et un plan détaillé. Je vais vous présenter un travail d'élève, puis une correction. Là aussi, ayez votre propre travail, votre propre production sous les yeux. Alors voici un des très nombreux travaux que j'ai reçus. Et d'ailleurs, je tiens à vous féliciter, à vous remercier pour le dynamisme dont vous faites preuve depuis le début du confinement. Je reçois les travaux de 99% d'entre vous. J'en suis très content et je suis très fier de vous. Et je pense que c'est l'occasion, cette vidéo, de vous le dire. Donc sachez-le et continuez comme ça. C'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup, qui me fait très plaisir, et vous allez en récolter les fruits très bientôt. Donc ici une proposition d'introduction pour commencer que je vais donc vous lire. Donc du XVIIe au XVIIIe siècle, la société française connaît une réelle évolution. Très bien, on est sur une reformulation du sujet. On a ici affaire à des éléments très positifs puisque votre camarade ici répond dans l'introduction à la question « quand », à la question quoi, où, on sait que ça se passe en France, que ça concerne la société du XVIIe au XVIIIe siècle, les éléments clés du sujet sont présents, il y a localisation spatiale, localisation temporelle, c'est ce qu'il faut et c'est très bien. Vous remarquerez aussi d'ailleurs que votre camarade respecte l'articulation de l'introduction en 2 paragraphes. D'abord ici, un résumé, une reformulation, une explication du sujet et de ses enjeux, et ici une problématique, donc pour ça, c'est très bien, d'ailleurs la problématique est excellente. Dirigée par de nombreux rois aux idées et convictions différentes, donc cette société connaît de nombreuses transformations, influencée par les modèles étrangers comme l'Angleterre et les États-Unis. Ces transformations ont lieu tant sur la religion comme sur la politique. Alors là, il y a un problème, c'est que votre camarade, en fait, est resté sur le thème 3 que nous avons abordé, souvenez-vous, au mois de février notamment, sur le thème 3 d'histoire, qui était un thème politique, et donc on retrouve ici l'Angleterre, les États-Unis, etc. Or, le sujet ici est très différent. On est dans un nouveau thème, et ce que nous allons travailler ensemble, c'est la société française, d'accord ? D'ailleurs, ici, il y a une petite coquille, une petite faute. Donc, il ne va pas être question de politique, ou alors très peu, il ne va pas être question de religion dans ce cours, d'accord ? Ni de modèle politique étranger. On est sur un nouveau thème. Ce qui va nous intéresser ici, en fait, c'est l'étude de la population française. On va vraiment s'intéresser à la réalité de la vie paysanne au XVIIe, XVIIIe siècle, de la vie d'un citadin, d'un bourgeois,
d'un journalier, d'un mendiant, d'un noble au XVIIe, XVIIIe siècle. On ne va pas être dans de la politique, dans des jeux de pouvoir, dans des révoltes, des révolutions. On va un petit peu en parler quand on va évoquer ensemble la condition paysanne, mais véritablement, ici, le roi va être, par exemple, les rois de France vont être ici très peu abordés. Ce qui va nous intéresser vraiment, c'est l'étude de la manière dont les Français et dont les différentes catégories de Français vivent à cette époque et dont leur vie est transformée, ce qui génère parfois des tensions importantes. Donc voici une proposition d'introduction rédigée. Je ne vais pas la commenter, mais vous allez voir en tous les cas que dedans, il y a une localisation temporelle, une localisation spatiale, on parle bien de société française, et pour le coup, on insiste en fait sur ce qu'est la société française, et donc sur le sens du sujet, à savoir l'étude de la noblesse, du clergé, de la paysannerie, de la société urbaine, etc., etc., entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. C'est ça qui nous intéresse. D'ailleurs, petite coquille ici, ici, retour à la ligne, alinéa, pour avoir bien nos deux paragraphes. Ce texte-là, vous allez le retrouver sur le site internet, d'accord, à la suite de la correction PDF du schéma des trois ordres. Donc je vous invite à faire une petite pause dans la vidéo et à écrire, reproduire ce texte. Et donc maintenant, je vais vous présenter l'activité nouvelle que vous avez à fournir pour cette semaine du 30 mars au 3 avril et qui va vous permettre de construire le cours à la suite de cette introduction. Alors, question qu'on doit se poser, c'est quel plan pour donc répondre au sujet qui vous a été posé. Alors, le plan vous est donné ici par la consigne complémentaire. Je vous rappelle qu'un sujet de réponse à questions problématisées en seconde et en première s'accompagne toujours d'une phrase qui vous donne une idée de plan, en tous les cas, concernant les grandes parties. Donc, grand 1, quelles sont les transformations de la société française à l'époque moderne? Et grand 2, quelles sont les tensions qui traversent cette société et ses différents groupes, les ordres et les sous-ordres. Alors, donc, le plan que je vais vous proposer est le suivant. D'abord, on va travailler ensemble sur les évolutions, les mutations de la société paysanne. Ensuite, on va s'intéresser dans deux sous-parties distinctes sur la manière dont les villes et dont la bourgeoisie, qui est une catégorie d'urbains, de citadins à l'époque moderne, ont évolué au XVIIe, XVIIIe siècle. Et enfin, on va s'intéresser au rôle que certaines femmes ont joué dans la société française, notamment au XVIIIe siècle, et dans la vie intellectuelle et culturelle française. Donc voilà pour les quatre grandes transformations qu'on va aborder ensemble. Et puis enfin, donc, trois grandes tensions qui traversent cette société française, les crispations du monde paysan, avec notamment certaines révoltes paysannes, les jacqueries, que nous allons revoir et détailler ensemble, la pauvreté à Paris notamment, qui est, on le verra ensemble, une des causes de la Révolution française, et puis enfin, les actions que mène la noblesse, et notamment la haute noblesse à l'époque moderne, pour conserver son influence. Alors, comment allons-nous construire le cours? C'est très simple, vous allez vous-même, cette semaine, rédiger des paragraphes pour chacune de ces parties, ce qui va nous permettre de construire un cours collectivement. Je vous rassure tout de suite, vous n'allez chacun rédiger que 2 paragraphes et donc que 2 sous-parties. Comment allez-vous faire? C'est assez simple. Sur le site internet, vous allez dans la partie travaux à réaliser pour le 3 avril. Vous allez donc devoir, avant 17h, je vous le rappelle, dépôt sur Pronote avant 17h, rédiger 2 paragraphes, donc qui correspondront encore une fois à 2 sous-parties du cours, à partir de dossiers documentaires que vous allez trouver sur le site internet sous les travaux, devoirs à réaliser, présents encore une fois donc sur le site internet. Comment cela va-t-il se passer? Vous allez sur le site internet, donc sous ce que je vous ai montré tout à l'heure, retrouver 7 dossiers documentaires qui, vous le remarquerez, sont classés par grande partie et par, ici, sous-partie de la leçon. Je vais vous demander de choisir parmi ces 7 dossiers 2 dossiers
au choix. Chaque élève choisit 2 dossiers au choix. Essayez d'effectuer des choix variés. Ne soyez pas tous là à vous ruer sur les 2 premiers dossiers, ça ne sert à rien. Piochez, pourquoi pas le 7e et le 3e, pourquoi pas le second et ici le 5e. Je vous demande d'ailleurs de piocher un dossier ici dans le grand 1 au choix et un dossier ici dans le grand 2 au choix. Tous les dossiers sont vraiment très intéressants, donc variez au maximum le choix des dossiers puisqu'il s'agit de se servir de ça pour construire tout le cours ensemble. Et donc vous allez découvrir dans chacun de ces dossiers eh bien, des documents. Je vais vous montrer là tout de suite un dossier, comment est constitué un dossier. Et ces documents vont vous permettre donc de rédiger 2 paragraphes de synthèse qui vont correspondre donc à des sous-parties du cours. Donc voici comment se présente un dossier, sachant que à chaque fois il y a 2 pages donc dans chaque dossier. Je vais vite, donc page verso, page ici recto. Donc première étape que vous allez réaliser pour chaque dossier, vous allez prendre le temps, vraiment prendre le temps pendant un quart d'heure, de lire tous les documents des dossiers, en commençant d'ailleurs d'abord par lire ici l'intitulé du sujet qui va vous donner une idée plus précise de ce que vous allez devoir raconter et expliquer dans le dossier. Ici, par exemple, concernant la bourgeoisie urbaine, vous allez d'abord devoir montrer que cette bourgeoisie urbaine est très diverse, qu'il y a différentes catégories de bourgeois qui vivent en ville. Et ensuite, vous allez devoir parler des ambitions nouvelles de cette bourgeoisie au XVIIIe siècle. Donc lisez bien d'abord cet intitulé qui va vous donner des précisions sur la manière d'articuler votre paragraphe, et puis ensuite donc vous allez lire tous les documents de manière attentive en prenant des notes au brouillon. Écrivez au brouillon les idées, les informations qui vous paraissent essentielles avec des exemples précis, quelques chiffres, quelques notions, quelques noms, pas trop de détails non plus, il faut un juste équilibre, mais quelques détails quand même. Et c'est sur la base de ce brouillon que vous allez ensuite rédiger votre paragraphe. Faites attention aussi, chaque dossier ici vous présente des notions de vocabulaire que vous allez devoir impérativement utiliser dans votre travail, dans votre texte. Et s'il vous plaît d'ailleurs, faites ressortir ces notions en majuscules et en les surlignant en jaune avec votre logiciel de traitement de texte. Alors comment va se présenter votre paragraphe ? Alors vous avez là aussi sur le site internet, je vous invite à vraiment aller le consulter, vous avez ici un modèle, d'accord, que je vous demande d'ailleurs de reproduire et d'écrire. C'est une partie du cours, c'est un élément de connaissance que ce modèle-là qui vous apprend un certain nombre de choses sur la manière dont les techniques agricoles s'améliorent au XVIIIe siècle notamment. Et donc là, voilà ce que vous allez devoir faire, un paragraphe, de 15 lignes maximum, entre 10 lignes minimum, 15 lignes maximum, un texte fluide qui utilise notamment ici des connecteurs logiques bien choisis qui permettent de comprendre clairement ce qui relie, les liens qui relient les différentes idées les unes avec les autres. Vous avez ici au départ une phrase qui annonce l'idée du paragraphe, l'idée de la sous-partie, et donc vous avez ici utilisation de la notion de vocabulaire qui est mise en avant avec ici donc surlignement en jaune, gras et souligné. Vous pouvez éventuellement, pourquoi pas, utiliser une illustration, quoique non, oubliez l'illustration, ça ne sera en fait pas possible. Et donc allez bien lire ce modèle, allez le reproduire, le réécrire à la suite de l'introduction, parce qu'il va vous aider donc à comprendre ce que j'attends exactement de vous. Et puis ensuite, donc, vous allez pendant 15 minutes rédiger votre propre paragraphe et prendre ensuite 10 bonnes minutes pour relire votre paragraphe, pour l'améliorer. Faites-le lire à vos proches, à vos parents. Essayez vraiment d'aboutir à une rédaction fluide, claire, précise, et un paragraphe qui pourrait servir de paragraphe de cours pour tous vos camarades. Ou écrire ce texte, pas n'importe où, pas dans votre cahier, pas dans un document lambda. Vous allez devoir en fait ici télécharger un document pré-rempli qui se trouve sur le site internet. Donc vous cliquerez ici sur cette icône et ce document donc va... alors quand vous aurez cliqué, excusez-moi, sur l'icône dans le site internet, vous allez tomber sur cette page-là. Donc vous allez tomber sur ma Dropbox. Vous ne pourrez ici rien modifier. Ce que vous allez devoir faire d'abord, ça va être ici, cliquez sur télécharger. N'installez pas de Dropbox chez vous. Ne vous inscrivez pas au service. C'est pas utile.
Vous allez donc cliquer ici, vous allez télécharger le fichier texte et ensuite, du coup, vous pourrez le modifier. Il va se présenter comme ça. Vous avez ici 2 encadrés. Vous allez ici écrire votre nom, prénom, votre classe. Ici, vous avez un élément modifiable dans lequel vous allez rentrer le titre, d'accord, du dossier documentaire choisi. Le titre, c'est ce qui apparaît ici entre guillemets dans cette partie en noir sur le dossier. Donc vous allez le rentrer là, le titre du dossier choisi avec la partie, la sous-partie. Et donc ici, vous allez rédiger votre paragraphe de synthèse. Vous ferez de même ici pour votre second paragraphe de synthèse avec ici, donc indication claire du titre, partie, sous-partie, donc vous reproduisez ce qui est écrit ici en blanc. Ensuite, vous enregistrez votre travail dans le format d'origine, .docx, on ne change pas le format, et donc vous déposerez ce travail sur Pronote entre le 1er et le 3 avril, 17h maximum. Et donc vous aurez accès, à la fin du premier week-end des vacances, 5 avril normalement au plus tard, vous aurez accès à certains paragraphes de vos camarades qui vous permettra de pouvoir commencer à découvrir le cours. Et je vous proposerai à la rentrée donc une correction complète, vidéo et texte, qui vous permettra de pouvoir aborder absolument et maîtriser et comprendre toutes les connaissances utiles de ce cours. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu longue aura été claire. Vous aurez compris au final que dans cette vidéo, il y a essentiellement correction et présentation détaillée du travail à faire pour cette semaine. Courage à vous, prenez soin de vos proches, surtout et avant tout. Travaillez bien, travaillez sérieusement. On se revoit très vite et merci encore pour votre implication de tous les instants.